bonjour et bienvenue sur le plateau des grands entretiens d'Image et Droit qui aujourd'hui se déroulent dans cette salle qui est le premier cabinet de la prestigieuse salle Moulin-Cour qui se trouve au 12 place du Panthéon. Alors aujourd'hui, nous, Bérénice Baudouin et moi-même, nous avons le plaisir de recevoir Madame Corinne Lucas. Bonjour. Alors, petite présentation, vous êtes membre du Conseil constitutionnel et nous pensions vous interroger exclusivement sur ces fonctions, mais en préparant cet entretien, nous avons compris, ce qui nous fond était une évidence, que être membre du Conseil constitutionnel, ce n'est ni un métier, ni une carrière, et qu'il était au moins aussi important de retracer ce qu'a été votre carrière à l'Assemblée nationale et à la fin dans la fonction la plus prestigieuse qui est celle de secrétaire général de l'Assemblée nationale, donc de retracer votre carrière avant d'en venir à vos fonctions au Conseil constitutionnel. En conséquence, notre entretien d'aujourd'hui déroulera en trois parties. La première partie traditionnelle qui est le portrait, et ensuite nous parlerons de vos fonctions à l'Assemblée nationale avant d'en venir à votre qualité de membre du Conseil constitutionnel. Sur le portrait, peut-être la question d'emblée la plus compliquée de cet entretien, comment est-ce que vous pourriez vous définir ? Alors, je vous confirme que c'est une question assez compliquée parce que je ne crois pas que je pourrais me définir par une caractéristique, même par plusieurs caractéristiques, parce que je pense que c'est toujours un petit peu réducteur. Qu'il s'agisse du sexe, de l'âge, de la nationalité, des origines géographiques ou de l'activité professionnelle, je crois qu'au fond, c'est l'ensemble de ces composantes qui font qu'on est ce qu'on est, mais finalement, je recourrais plutôt à des adjectifs et je me définirais volontiers par le fait que je suis une femme libre et une femme indépendante. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Alors, libre et indépendante, nous aspirons peut-être tout seul à être encore que, malgré tout, nous avons un ancrage qui, je ne sais pas si c'est une contrainte, mais enfin, qui est pour quelque chose dans l'exercice de cette liberté. Quel est votre ancrage familial ? Alors, mon ancrage familial, en tout cas, ne me prédestinait pas à l'activité que j'ai finalement exercée, parce que je n'avais absolument personne dans ma famille qui était fonctionnaire. Donc, c'était plutôt mon père était architecte et donc les gens de ma famille travaillaient plutôt dans le privé. Donc, c'est un peu par hasard que je me suis orienté vers la carrière que j'ai finalement adoptée. Et ça n'est pas en lien, en tout cas, avec mon ancrage familial. Et l'ancrage territorial ? Alors, qui est en lien évidemment avec mon ancrage familial, il est finalement divers. Du côté de mon père, j'ai des origines suisses. Mon père était né à Lausanne, il est venu en France pour faire ses études et il y est resté. Je dois d'ailleurs dire que j'ai la double nationalité, je suis à la fois française et suisse. Mais bon, je ne parlerai pas d'ancrage parce que je n'ai jamais vécu en Suisse. Et donc, j'y ai encore une partie de ma famille et beaucoup de sympathie, mais je ne me sens pas vraiment suisse. Et du côté de ma mère, en fait, l'ancrage est parisien. Pour 2 générations du côté de son père et 3 générations du côté de sa mère, ce qui pour des Parisiens est déjà un ancrage assez solide. Donc finalement, je dirais que je suis parisienne. J'aurais tendance à dire justement une vraie parisienne parce qu'en fait, je n'ai jamais quitté Paris et je ne risque pas de quitter Paris compte tenu des fonctions que j'ai exercées. Pour votre portrait, on va remonter un petit peu dans le temps. Quand vous étiez élève, est-ce que vous étiez, disons, plutôt appliqué ou plutôt indiscipliné ? Alors je crains de devoir avouer que j'étais plutôt indiscipliné. Je pourrais presque dire même presque rebelle. Donc oui, j'ai eu une scolarité un petit peu agitée du fait de cette turbulence. L'enfance, c'est une période au cours de laquelle on est totalement dépendant. On est soumis à une autorité que parfois on accepte mal et on ne peut pas faire ses propres choix. Et je pense que j'en souffrais et donc j'avais tendance à me rebeller contre cette situation. On ne peut quand même pas passer sous silence le fait que, après avoir été turbulent, vous êtes mis au travail, mais oui. Vous intégrez, donc vous intégrez l'Institut d'études politiques Sciences Po en 1969. Donc nous sommes un an après 1968.
vous étiez ces événements? Alors c'est peut-être paradoxal puisque je viens de vous dire que j'étais rebelle, mais je n'ai pas vraiment été in. Alors d'abord, en 1968, au moment des événements de mai, j'étais encore au lycée, en classe de première, je n'avais pas tout à fait 16 ans, donc je ne me suis pas totalement impliqué dans les événements. Il y avait beaucoup moins d'activités révolutionnaires dans les lycées que dans les universités, et je ne me suis pas vraiment enthousiasmé pour ce que j'ai pu y voir. Alors il y a eu des mouvements de grève, j'ai assisté à quelques AG où j'avais l'impression que les participants s'entre-déchiraient plus qu'ils ne critiquaient finalement. Il y a l'après 68 et on va dire tous les mouvements de gauche et d'extrême gauche prennent une consistance tout à fait considérable. En vous entendant, j'ai l'impression que votre esprit libre et indépendant s'accommodait fort mal de cette ambiance-là. Oui, je ne me suis pas impliqué. Vous savez, c'est d'une manière générale quelque chose qui caractérise ma vie et peut-être d'ailleurs justement en lien avec cette indépendance. Je ne me suis jamais vraiment engagé. C'est une chance parce que c'est ce qui m'a permis j'anticipe un peu, mais de faire une carrière dans des conditions agréables à l'Assemblée nationale. Mais donc je ne me suis pas non plus engagé lorsque j'étais effectivement à l'université. Passé le concours des assemblées en 1972, donc à la sortie de Sciences Po, c'est bien cela. Tout à fait. Qu'est-ce qui me pousse à présenter ce concours qui est relativement peu connu et une grande public? Alors, j'aurais pu dire déjà qu'en fait, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à Sciences Po. J'avais envisagé une carrière d'avocat. C'est quelque chose qui me tentait assez. J'aime bien argumenter. Bon, je voyais ça de façon un peu romantique quand j'étais petite, comme la défense de la veuve et de l'orphelin, bien sûr. Mais c'était à ça que j'avais pensé, donc je pensais faire des études de droit. Et je suis rentré en fait à Sciences Po, tout simplement parce que mes parents et des amis dont le fils avait fait Sciences Po, et compte tenu du fait que j'avais eu une mention au bac, je pouvais rentrer à Sciences Po, donc voilà, j'y suis rentré. Sciences Po, on m'a tenté pour les études qu'elle proposait. Il y avait par exemple beaucoup d'histoire, et c'était la matière qui m'intéressait le plus. Et puis bon, j'ai découvert le droit, l'économie qui m'a moins intéressé peut-être. En tout cas, c'est par hasard déjà que je me suis trouvé à Sciences Po. Étant à Sciences Po, j'ai été au milieu de gens qui étaient beaucoup plus au fait des carrières administratives que je l'étais, et donc on m'a parlé de ce concours des assemblées. Je me suis dit, mais ça doit être formidable. Je m'intéressais beaucoup à la politique. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas envie d'en faire. Et donc, vous passez le concours des assemblées, et en tant que femme, à l'époque, c'est une originalité. Alors, de toute façon, à cette époque, nous étions moins nombreuses à Sciences Po que les hommes. Nous étions également moins nombreuses à passer les concours administratifs les plus prestigieux, et nous étions encore moins nombreuses à les réussir. Par exemple, dans mon concours, qui était un concours exceptionnellement nombreux, il y avait 13 places et il n'y a eu que 2 femmes. Et dans le concours précédent, il y avait eu 10 candidats reçus, dont une seule femme. Donc, effectivement, c'était à l'époque relativement exceptionnel. Mais, curieusement, si vous voulez, je n'ai pas vraiment pris conscience de cette réalité. Ça ne m'est jamais paru être un obstacle. J'ai un souvenir quand même, par contre, assez frappant. C'est le jury du concours, qui se trouve être un jury très nombreux. Il y avait 16 personnes et c'était 16 hommes. Il y avait déjà moins de femmes qui se présentaient, mais il y avait encore moins de femmes qui réussissaient. Probablement d'ailleurs, largement à cause des euros. Je pense qu'à cette époque, dans cette génération où en plus on était beaucoup moins qu'on l'est aujourd'hui préparé, on n'avait aucune préparation dans ce domaine, donc c'était vraiment le naturel qui l'emportait. Les femmes étaient en général très désavantagées par rapport aux hommes. Donc, peut-être que c'était justement parce que j'étais rebelle et que je n'avais pas de timidité naturelle que moi j'ai réussi à passer cet obstacle. Et vous dites qu'il y avait une forme d'agressivité des membres du jury. Alors là, je ne vous l'ai pas dit parce que leur seul nombre était une forme d'agression. Mais l'agressivité, pour certains d'entre eux, oui. Pas forcément vraiment malveillante. C'est juste qu'ils avaient un comportement un peu méprisant.
Voilà. C'était encore, c'est en 72, hein, tout de même relativement peu fréquent finalement que des femmes se retrouvent dans ce type de concours. Bon, et donc vous passez l'obstacle. Oui, j'ai eu cette chance. Dans ce que vous nous dites, on a un peu l'impression que finalement votre carrière au départ, elle est née du hasard. Ce n'est pas une vocation de servir à l'Assemblée nationale. Non, je crois que je dois la vérité de dire que non, même pas de servir dans le service public, puisque, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas tellement dans mon entourage de personnes qui auraient pu m'en parler. Donc oui, c'est un peu l'effet du hasard. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, mais une série de hasards. Le hasard d'avoir choisi de faire Sciences Po, ensuite de passer ce concours de l'Assemblée. C'est un hasard que, a posteriori, je trouve heureux. Car j'ai été très heureuse dans ma carrière à l'Assemblée, je suis aussi très heureuse dans mes fonctions actuelles. Vous auriez pu faire Écofie et travailler dans une entreprise. Oui, c'est vrai. Alors, non, parce que pour le coup, c'était quand même lié à mes centres d'intérêt. C'était 2 matières nouvelles que l'on découvrait à Sciences Po, le droit d'un côté et l'économie de l'autre. Je me suis rendu compte que le droit m'intéressait plus que l'économie. Je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour l'économie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi service public. Je n'avais même pas forcément encore la certitude que je passerais des concours. Mais vous savez, j'ai fait ma scolarité et mes études supérieures à une époque où, c'est une époque vraiment très heureuse, on ne se posait même pas la question de savoir si on retrouverait un travail. Donc je me suis dit, je passerai des concours, et si je ne réussis pas ces concours, eh bien, je trouverai certainement travail dans éventuellement une entreprise privée, même en ayant fait des études plutôt orientées vers le droit public. Pour les étudiants qui vont regarder cette émission, ils vont probablement trouver curieux qu'on choisisse le métier d'administrateur des assemblées sans avoir envie de faire de la politique. On se dit a priori, si on veut mettre un pied à l'Assemblée nationale, c'est que derrière on a une petite idée, un jour on fera de la politique. On dirait que c'est une idée tout à fait fausse, parce que quand on est administrateur à l'Assemblée, on doit travailler avec des parlementaires dont on ne partage pas nécessairement les idées, de manière même inévitable avec des parlementaires dont on ne partage pas les idées, puisqu'il y a des changements de majorité, que donc vous devez travailler avec les uns comme avec les autres. Donc je crois qu'il vaut mieux ne pas avoir des convictions trop fortes, et surtout avoir envie de les faire prévaloir, parce que dans votre rôle d'administrateur, ce qui est important, c'est de travailler avec les parlementaires dans le sens de leurs idées, quelles que soient ces idées, et même si ce ne sont pas les vôtres. Donc c'est certainement une erreur si vous êtes tenté par la politique.